Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Tous les mardis de 12h30 à 13h, vous en avez maintenant l'habitude. Le rendez-vous est pris en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News. Eh bien, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux réseaux sociaux professionnels puisque j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Feschroll. Vous êtes le directeur stratégie et développement de Viadeo, le deuxième réseau social professionnel derrière LinkedIn dans le monde. Olivier Feschroll, bonjour. Bonjour, et nous sommes premiers en France. Premiers en France, vous avez raison de le signaler. Vous allez fêter vos 10 ans cette année et selon une récente enquête menée par Novametri et RH Digital Jobs, eh bien, les DRH estiment que la part des réseaux en ligne dans le recrutement est à seulement 2% du recrutement global. Alors, comment expliquez-vous cette frilosité des recruteurs? À la fois, il y a 10 ans, on avait des sondages qui nous disaient le recrutement via des offres d'emploi, ça représente 2% du recrutement. C'est la presse qui a de l'avenir, il faut travailler avec les grands journaux, les magazines. Et Internet, de toute façon, ça ne marchera jamais, on ne recrutera pas des non-cadres avec Internet. Aujourd'hui, force est de constater que le net est partout. Donc je crois que ces sondages, il faut se méfier, il faut bien regarder qui les a faits, qui les a commandités, qui les a payés. Et puis après, l'autre point, c'est de dire en fait la part des réseaux sociaux professionnels dans l'emploi, elle est bien plus forte. Elle est bien plus forte, mais il faut additionner différentes choses. Il y a le fait de dire combien on recrute en direct, évidemment, c'est une part importante. Je crois qu'elle est déjà largement supérieure à 2%. Si on prend la population globale représentative de l'INSEE, on a une étude où on est plus proche des 10. Si on se concentre sur les cadres et sur la région Île-de-France, on est sans doute déjà aux alentours de 25-30%. Alors, en effet, vous avez publié là en décembre de l'année dernière, 2013, une étude avec l'ACCE, le syndicat professionnel des agences conseil en communication pour l'emploi. Cette étude a été réalisée par Harris Interactive, donc là, toutes les sources sont dites. Si effectivement on est au-dessus des 2%, les DRH déclarent, c'est 8% d'entre eux déclarent avoir déjà embauché via un réseau social. C'est faible par rapport effectivement à l'ampleur effectivement de la communauté. Là aussi, on a voulu faire cette étude justement parce qu'on voit tout circuler sur Internet, tout type d'études. Cette étude, c'est la première qui est faite par un institut et où on va mesurer la représentativité des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'on n'a pas interrogé que des DRH, mais on a interrogé dans des petites boîtes où il n'y a pas de DRH, on a interrogé le président, le directeur financier, bref, celui qui a la décision de recrutement. Évidemment, ces populations-là sont encore un peu à évangéliser, mais encore une fois, quand on se concentre sur l'usage des réseaux sociaux, on voit que c'est 2 tiers des cadres qui sont inscrits, on voit que c'est une conviction très très forte de la part des inscrits, et je pense que le vrai sujet que vous identifiez, c'est de dire qu'il y a quand même une frilosité. Je ne suis pas du tout en train de mettre en doute ce que vous déclarez. Il y a bien une frilosité des DRH et il faut la mettre en perspective des candidats qui, eux, sont déjà sur Internet. Pourquoi est-ce que les candidats y sont? Ils sont des utilisateurs massifs, 8 millions de membres sur Viadeo en France, sans jamais faire de publicité, sans jamais qu'un DRH force ses salariés à aller s'inscrire sur Viadeo. Ça veut bien dire qu'il y a une attente, il y a une demande, il y a un besoin de la part des actifs d'être présents sur des sites comme Viadeo. Et les DRH, effectivement, on a un travail de pédagogie, d'accompagnement, d'arriver à leur faire comprendre, comme ça se passe dans d'autres pays, et en particulier aux États-Unis, que le recrutement, ça se fait et ça se fera de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors c'est justement le thème un peu de cette émission. Le recrutement va-t-il être social en 2014? Vous êtes en train de nous dire que oui. Revenons un peu sur la carte d'identité de Viadeo. Vous avez parlé de 8 millions de membres en France. Je crois que c'est 55 millions dans le monde. Est-ce qu'on peut aller plus loin, affiner un peu qui sont ces membres, quelle est leur catégorie socio-professionnelle, qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur ce réseau? Okay. Alors effectivement 55 millions de membres, on a fait un choix de développement qui est d'aller dans des zones qui ne sont pas la planète entière. Voilà, il y a d'autres sites pour ça. Nous on a fait le choix d'aller dans des zones dans lesquelles il y a une différence culturelle assez forte et il y a ce qu'on appelle une importance du marché local qui est très forte. La France en est évidemment un bon exemple. Alors c'est facile, c'est notre pays de naissance, donc on est depuis toujours en France et on a pas mal grossi comme vous l'avez dit, 8 millions de membres. Et puis on a fait assez tôt le choix d'aller dans des pays dans lesquels une différence culturelle, une importance du local, le fait d'être un acteur local est important. Donc la Chine, on a 19 millions de membres en Chine, on est leader, loin devant tout le monde, avec un site qui est très différent,
Il a très peu de choses à voir avec Viadeo. D'ailleurs, la marque est différente, ça s'appelle Tianji. Alors, est-ce qu'il y a une manière différente de recruter en Chine qu'en France, par exemple? Il y a une pratique différente de cette sphère professionnelle et personnelle. En France, on fait assez bien la distinction entre un Facebook et un Viadeo. En Chine, il y a aussi une différence, évidemment, mais la différence, elle n'est pas forcément exactement au même endroit. Vous connaissez tous l'anecdote de on donne une carte de visite à 2 mains en Chine. C'est important que sur Internet, les pratiques, les usages, les sites correspondent à la perception du réseau de la part d'un Chinois. En France, on va faire un déjeuner d'affaires. En Chine, on fera un dîner d'affaires. Inconcevable en France d'aller inviter à dîner un de vos partenaires commerciaux. Donc il y a des petites différences et l'important, c'est que le site colle à ces différences. Donc la France, la Chine, on a ouvert la Russie il y a 2 ans et on est en Afrique, en particulier l'Afrique du Nord et de l'Ouest, parce que c'est vrai que sur la zone francophone, étant leader, ça nous a permis d'avoir un bon démarrage sur cette zone, mais maintenant on accélère sur la zone. Donc, ça, c'est la photo globale. Et après, si on regarde sur les membres français, 8 millions de membres, ça veut dire que forcément, il n'y a pas que des cadres, puisqu'il y a environ 2 millions de cadres en France. Donc, on voit bien qu'on a déjà touché un marché qu'on appelle du non-cadre. Alors, ce n'est pas très joli comme expression. On vaudrait mieux l'appeler des employés techniciens agents de maîtrise. Ce serait un peu plus valorisant, mais le marché l'appelle comme ça. Donc, 8 millions de personnes. Une très forte présence en région. Donc, on n'est pas du tout un site parisien ou centré à Paris. Et on a une très forte... Alors la différence de LinkedIn peut-être justement? Il faudra leur demander, je ne connais pas leurs stats, mais en tout cas notre force, nous, c'est les régions. C'est le fait qu'on s'est lancé en partant des régions, en s'appuyant sur des clubs d'entrepreneurs, sur des réseaux existants, des chambres de commerce, tout ce qui fait le maillage de l'emploi et du territoire français. Et puis une présence peut-être un peu plus forte dans des PME, qui sont... Alors, on a aussi des grands comptes, évidemment, hein, mais on est peut-être encore plus fort sur les PME. Puis aussi, ce que nous disent les panels qu'on consulte, c'est qu'on est un petit peu plus féminin. Donc on n'est pas non plus un site que d'informaticiens, comme on a à un moment peut-être un peu vite catalogué les sites de réseau. On est vraiment un site généraliste, au bon sens du terme. Ça veut dire qu'on peut tout trouver sur les... Vous parlez justement des TPE, PME. Dans votre étude, il y a un autre chiffre qui ressort, c'est que ces TPE, PME pensent, pour 65% d'entre elles, que Viadeo va contribuer au développement de leur activité. C'est un peu le paradoxe de Viadeo. On a l'impression que c'est plus un réseau d'affaires qu'un réseau de carrière, d'emploi, dédié à l'emploi. Alors je pense que c'est les deux, et c'est aussi ce qui en fait la richesse. C'est qu'évidemment, le sujet carrière, ça va être un fil rouge tout au long de notre carrière. C'est-à-dire que depuis le premier job jusqu'à la retraite, on sait qu'à un moment, en France, on va être amené à changer d'entreprise, on va être amené parfois à changer de métier, on va être amené à se former, parce que les métiers de demain ne sont peut-être pas encore inventés, qu'on les a du coup pas appris à l'école. On sait que la carrière, ça va être ça. Ça va être des alternances de moments où je me concentre sur ma carrière, puis des moments où je suis la tête dans le guidon sur un job et que je n'ai pas trop le temps d'y penser. Donc ça, c'est notre fil rouge, mais aussi la force d'avoir 8 millions d'actifs. Donc encore une fois, on n'a pas de mineurs, on n'a pas de retraités, on a des gens qui ont un point commun, c'est qu'ils se lèvent le matin pour aller bosser. Ça représente une valeur très forte en termes simplement de dire je recherche quelqu'un qui peut me permettre de rentrer en contact avec quelqu'un dans telle société, je cherche à identifier quel est le background de l'interlocuteur que je vais voir en rendez-vous cet après-midi pour comprendre d'où il vient et peut-être du coup avoir des meilleurs outils pour mener la conversation. Ça sert à plein de choses. Ça sert à l'emploi évidemment, et on mettra un gros focus encore en 2014 sur le sujet emploi, mais ça sert à plein d'autres choses. Alors on a quand même l'impression qu'il y a une dichotomie entre ce qu'attendent les entreprises, qui sont donc présentes sur votre réseau, et ce qu'attendent les particuliers, donc les candidats, qui sont plus orientés effectivement dans la recherche d'emploi, dans la veille, dans le coup d'accélérateur pour leur carrière. Si justement on les prend les uns après les autres, si on prend les entreprises, quels sont les avantages pour une entreprise à être sur Viadeo? Et ensuite, quels sont les avantages pour un candidat? Alors pour l'entreprise, évidemment, le premier avantage, c'est d'avoir accès à ce qu'on appelle les chercheurs passifs. C'est-à-dire que globalement, quand quelqu'un cherche un job, et c'est le conseil qu'il faut donner à ceux qui cherchent un job en ce moment, il faut taper tous azimuts. C'est-à-dire qu'il faut faire des candidatures spontanées, il faut voir des cabinets de recrutement, il faut peut-être même faire des salons physiques, même s'il y en a de moins en moins, mais s'il y en a, pourquoi pas. Il faut aller consulter les offres sur Internet, et puis il faut activer son réseau. Donc on est, d'un point de vue, je recherche un job, on est un des outils parmi plusieurs. Maintenant, il y a tous ceux... Mais alors, il y a la différence entre le profil de base et l'abonnement payant. Alors, que donne droit... Tout de suite, déjà, un mot, l'abonnement payant n'a rien à voir avec tout ce qui touche à l'emploi. On est dans un modèle classique qui existe en France, c'est le recruteur qui paye
tout est gratuit pour le candidat. Donc on a une offre payante, mais on y reviendra peut-être après, mais elle est en aucune manière liée à la question de l'emploi du côté candidat. C'est le recruteur qui paiera toujours sur le sujet de l'emploi. Alors après, voilà, si on cherche, évidemment, il faut utiliser tous les outils à votre disposition. Maintenant, du côté recruteur, il y avait une espèce de filon, de mine d'or qui était recherché depuis des années par les recruteurs, c'était les personnes qui ne cherchent pas. Alors vous allez me dire pourquoi aller contacter des gens qui ne cherchent pas alors qu'il y a des gens qui cherchent sur le marché, c'est une vraie question. Il se trouve que le recruteur, dans sa mission, il doit dire j'ai trouvé le meilleur candidat disponible à un instant T pour pouvoir ce poste. Et c'est ce que lui demande son manager, son patron, le PDG. Il doit vous fournir le meilleur candidat. Alors que propose Viadeo? Et du coup, Viadeo vous permet de dire je vais balayer tout le marché, toutes les personnes qui font la mission pour laquelle vous avez un poste. Un contrôleur de gestion à Lyon, par exemple, je vais voir tous les contrôleurs de gestion, qu'ils cherchent ou qu'ils ne cherchent pas, et je vais me faire mon avis. C'est ça notre vraie promesse, c'est ça le seul vrai différenciation, enfin c'est pas le seul, mais c'est la principale différenciation par rapport à d'autres services, accès à des candidats qui ne cherchent pas un job. Et après, il y a plein d'autres choses, évidemment, on est un réseau social à vocation professionnelle, donc on peut bénéficier de la viralité naturelle de nos outils pour mettre en avant son entreprise, faire ce qu'on appelle de la communication employeur. C'est un peu là aussi paradoxal, mais on est dans un pays où il y a beaucoup de chômage et pour autant il y a des entreprises qui peinent à recruter. Elles peinent à recruter parce qu'elles ont une mauvaise image. Peut-être effectivement revenir sur ce point. Vous le savez aussi, cette émission, c'est donner la parole aux internautes. On a plusieurs internautes qui réagissent, notamment Jacques qui demande l'angoisse des jeunes aujourd'hui et qu'Internet garde une trace de tout, ce qui peut rendre l'embauche plus difficile. Qu'est-ce que Viadeo propose en ce sens, parce que vous nous avez dit effectivement que les recruteurs allaient maintenant avoir accès à toutes ces données. Comment fait-on pour... Alors, ce qu'évoque Jacques, c'est le sujet de ce qu'on appelle la e-réputation. C'est les traces laissées sur Internet. C'est un vrai sujet, et l'identité numérique. Justement, c'est une des raisons d'être de Viadeo, c'est de dire, nous, notre promesse aux internautes, à nos utilisateurs, c'est vous allez gérer ça, vous allez être en contrôle, vous allez piloter les traces que vous laissez. D'une part, elles sont exclusivement professionnelles chez nous. Pas de photos de vacances, pas de poke, pas de choses qui pourraient nuire à votre image. On est dans une présentation professionnelle, on met une photo professionnelle et on ne va parler que de sujets professionnels. Et deuxième point, c'est l'internaute qui a le contrôle. C'est lui qui va pouvoir dire ça je le laisse, ça je le supprime. Alors quand vous disiez l'entreprise maintenant peut avoir accès à des profils qui ne sont même pas en recherche active, est-ce que, et c'est une question de Julien, est-ce qu'il y a un service, est-ce que quand je suis inscrit sur Viadeo, je peux décider à quel moment les entreprises peuvent avoir accès à mon profil? Oui, bien sûr. Après, là aussi, soyons pas hypocrites. On est dans une situation économique qui est quand même incertaine. Qui peut dire je sais que je vais... Et surtout, je ne changerai jamais de job, je ne veux pas travailler mon réseau, je suis très confiant dans l'entreprise qui m'emploie, elle va m'employer jusqu'à la retraite. Bon, je pense que là, c'est sans doute un peu moins d'actualité. Donc, bien sûr, on peut décider de dire je me rends ou je ne me rends pas visible des recruteurs. C'est évidemment pas le choix de la majorité de nos utilisateurs. Ce n'est pas le conseil objectivement qu'il faut donner parce que voilà, de quoi demain sera fait. Et encore une fois, le réseau, c'est quand on en a moins besoin qu'il faut le construire. Justement, Carole vous a écouté. Comment se faire repérer sur Viadeo? Comment se rendre visible aux bonnes personnes? Tiens, si vous pouviez donner par exemple 3 conseils. Alors, premier conseil, le profil. Le profil, c'est différent d'un CV. Un profil, c'est à la fois un CV, c'est à la fois une carte de visite et c'est à la fois un blog un peu professionnel. Ça doit faire les 3. Donc un profil, c'est vraiment le socle de votre visibilité sur Internet. Il faut bien le travailler, il faut le faire relire par d'autres personnes, il faut s'assurer que ce profil, il donne envie de vous contacter. Et qui comporte les mots-clés, les compétences, tout ce qui fait que vous êtes une personne unique et qui a des compétences à apporter à un employeur demain. Deuxième sujet, ça va être votre réseau de premier contact, ce qu'on appelle les contacts de niveau 1. Je vous envoie une demande, vous l'acceptez, on est du coup en relation, c'est une relation bijective, pour prendre un terme mathématique, mais ça veut dire qu'on est vraiment en relation tous les deux. Ça va être important, ça va constituer votre premier niveau d'accès. Les niveaux de contact numéro 2, ça correspondrait à quoi? C'est par exemple, je suis en contact avec vous et vous êtes vous-même en contact avec une personne, donc on est à un niveau 2. Mais surtout, il n'y a pas encore eu de demande de contact direct. Voilà. L'avantage des contacts de niveau 1, c'est que ça va être vos ambassadeurs. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir justement identifier que, tiens, l'entreprise qui recrute, je connais personne. En fait, si, je connais moi personne directement, mais par votre intermédiaire, je me rends compte qu'on connaît quelqu'un qui travaille au département marketing. Alors, peut-être que je veux travailler au département commercial, mais peut-être que
par votre intermédiaire, je vais pouvoir l'appeler, cette personne, et lui dire, bah, tiens, j'ai un entretien avec le DRH, je vous appelle de la part de, est-ce que vous pouvez me conseiller, comment aborder l'entretien? Ça, c'est une valeur énorme. Est-ce qu'il y a des codes justement à respecter? Excusez-moi, effectivement, troisième conseil. Premier, le profil. Deuxième, le contact de niveau 1. Et ensuite, le troisième conseil, c'est de se dire, il faut faire un minimum d'activité. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de venir sur vidéo tous les jours, mais passer 5 minutes, 10 minutes par semaine, histoire de répondre aux demandes, montrer que vous êtes actif sur le réseau, parce que c'est ce qui va faire que les recruteurs ne vont pas hésiter à venir vous contacter. Je pense qu'une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez quand même optimiser vos chances d'être repéré par un recruteur le jour où il a besoin. Est-ce qu'il faut s'inscrire dans des groupes justement de Viadeo? Est-ce qu'il faut participer à des événements? Alors voilà, ça après, j'ai envie de dire, c'est les conseils 4, 5, 6 et 7. Si on doit aller un peu plus loin, effectivement les groupes, c'est un bon moyen de rencontrer des gens qui font le métier que vous avez envie de faire ou que vous faites déjà. C'est un bon moyen de retrouver des entreprises qui travaillent dans un secteur proche du vôtre. Aller à des événements, c'est aussi un moyen, encore une fois, on n'est pas en opposition à la vraie vie économique. On est là pour être un accélérateur, on parlera peut-être du mobile un peu plus tard, mais les applications mobiles sont justement un bon moyen de regarder le profil de quelqu'un pendant les transports en allant à un rendez-vous. Ça suffit, on n'est pas un site où il va falloir y passer des heures, il vaut mieux aller y regarder de temps en temps, histoire de voir si vous avez une information qui est exploitable et intéressante. Alors justement, vous avez renouvelé votre application mobile l'année dernière. Est-ce que c'est vraiment ce pari que vous faites, c'est que toutes les connexions maintenant vont se faire via le mobile? Le mobile, dans le monde professionnel, il a mis un peu de temps à décoller. Peut-être parce que nos premiers utilisateurs étaient derrière un écran toute la journée. Donc forcément, quand vous êtes dans un écran toute la journée, bah, vous avez accès à la ressource. Du coup, vous en avez moins besoin en mobilité. Aujourd'hui, on voit vraiment que ça change. C'est vraiment en train d'exploser. Alors, c'est aussi parce qu'on a refait nos applications. Alors là, qui de l'œuf ou de la poule, mais en tout cas, la vraie tendance, elle est d'aller vers plus de mobile. Donc on a sorti une application iPad avant Noël. Et surtout, on est en train de porter des offres d'emploi. On est quand même pour parler d'emploi aujourd'hui. Les offres d'emploi sont portées sur mobile et on peut même postuler depuis son mobile, ce qui est quand même une vraie innovation en France. Je reviens au conseil aux candidats. Est-ce qu'il y a des codes à respecter sur ces réseaux sociaux professionnels en ligne? Est-ce qu'on contacte effectivement, comment doit-on contacter une personne qui a un poste qui nous intéresse, un secteur qui nous intéresse? Quels codes sont à respecter? Alors on est dans le monde professionnel, donc on ne va pas aller poker une personne. Il faut qu'on respecte les mêmes règles que lorsqu'on se présente. Voilà, si on devait se présenter tous les deux, on est dans un look professionnel et je vais venir me présenter à vous en expliquant qui je suis, pourquoi je veux vous contacter. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on peut s'affranchir de tout ça. Il ne faut pas confondre effectivement Facebook et Viadeo. Exactement, ça veut dire qu'on reste professionnel, on fait une introduction, on explique qui on est, on explique pourquoi on veut contacter la personne et en quoi on pense qu'on peut l'aider et lui apporter de la valeur ajoutée. Et est-ce qu'il faut démarcher, présenter sa candidature spontanée directement ou il faut d'abord… On peut le faire. On a tous les jours, toutes les semaines, des gens qui trouvent un job grâce à Viadeo, encore une fois, avec plein de moyens. Ils ont été contactés par un recruteur, ils ont répondu à une offre d'emploi, ou ils ont peut-être même tout simplement échangé avec quelqu'un qui faisait un métier similaire au leur, et puis dans la conversation, ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu plus que juste de l'affinité, et puis il se trouve que la personne, elle avait aussi un job pour lequel elle n'avait peut-être pas encore lancé la candidature, ou peu importe, et puis de fil en aiguille, ça produit de l'emploi, ça produit des jobs. C'est aussi la force du réseau, c'est sa capacité à être pervasif, comme on dit, c'est-à-dire je ne cherche pas forcément quelque chose, mais de fil en aiguille, je tire la ficelle et au bout de la ficelle, il y a parfois un job. Alors on parlait en début de cette émission de la frilosité, c'est peut-être en train de changer, mais des DRH à concrètement recruter via ces réseaux. En revanche, il y a une pratique qui est largement établie, c'est qu'ils vont vérifier les profils des candidats qu'ils sont en train de voir via un autre réseau. Est-ce que la taille du réseau, pour ce candidat, elle va être un critère de sélection du recruteur? Je m'explique, et voilà, je postule pour un poste, on va vérifier mon profil Viadeo et on voit que j'ai que 10 membres, 10 contacts de premier niveau. Est-ce problématique? Alors, il n'y a pas de bonne valeur. On me pose souvent la question, quel est le bon chiffre en termes de nombre de contacts? Il n'y a pas de bonne valeur, mais vous avez raison, il y a des fourchettes un peu. Il y a une fourchette mini, en deçà duquel ça va mettre des doutes dans l'esprit du recruteur, c'est est-ce qu'il est actif? Et puis, est-ce qu'il est, entre guillemets, sociable? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a des contacts? Il me dit que c'est un expert du marketing relationnel, mais il est en contact avec personne qui fait le même métier que lui. C'est un peu bizarre. Donc, ça peut mettre le doute. Et puis, il y a une fourchette haute. Je pense qu'il ne faut pas aller vers une course au nombre de contacts.
Si vous avez 2000, 3000, 4000 contacts, ça peut faire peur à l'inverse, avec quelqu'un qui multiplie les contacts à tout va. Donc, après, chaque métier a ses règles. À l'intérieur des différents métiers, on peut avoir une plus forte proportion à accepter des contacts que d'autres. Donc je crois qu'il ne faut pas se stresser là-dessus. Mais effectivement, il faut être, on va dire, au-dessus de 30, 40 et en dessous de 2000, on va dire, en règle générale. Et est-ce que la cohérence est importante dans les contacts? Il faut que ce soit effectivement dans un même secteur, dans un même métier ou... Encore une fois, la différence par rapport à un CV, c'est que dans un CV, c'est un produit marketing. On dit des choses et on sait bien que les recruteurs, quand ils lisent votre CV, ils vont avoir tendance à minorer ce qui est écrit. Parce que vous dites anglais courant, ils se disent « ouais, bah, ok, il ne parle pas très bien anglais ». On sait bien que ça, c'est un biais qui existe depuis des 50 ans où le CV existe, où tout le monde a essayé de faire Monsieur Plus sur le CV. Du coup, les recruteurs, quand ils lisent un CV, ils font Monsieur Moins. Sur un profil, on démontre les choses. Donc on n'est plus en train de déclarer qu'on est un expert du marketing relationnel, mais on va le démontrer en disant « j'ai des compétences, ces compétences ont été validées par d'autres personnes, je suis en contact avec des gens qui font le même métier », ça veut dire que quelque part, je ne suis pas arrivé hier dans ce secteur, mais je connais les bonnes personnes. Et puis, je vais surtout pouvoir, ça va s'enrichir, c'est-à-dire que je vais partager des informations, je vais faire partager à mes contacts un article qui parle du dernier salon du marketing relationnel. Si je partage cet article, ça veut dire que je suis au courant que ce salon a lieu, peut-être que je vais y aller. Donc ça va donner de la cohérence, ça va donner ce que j'appelle un profil 360 degrés à mon profil. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant qu'un CV qui reste utile et dont on aura toujours besoin d'un CV. La différence, c'est que votre profil doit donner envie aux recruteurs de vous demander votre CV. Alors, Olivier Fécherolles, quel réseau social professionnel choisir? On a parlé de LinkedIn, qui est le leader, 238 millions de profils dans le monde, 6 millions en France, vous en avez 8, mais il est en train de grimper, de vous rattraper à grande vitesse. Alors en tout cas, il est en progression également sur le marché français. Est-ce qu'il faut choisir entre LinkedIn et Viadeo? Alors la légitimité de Viadeo, c'est le leader français et c'est le site qui est, encore une fois, au contact de la réalité de l'économie française. Voilà, l'économie française, c'est 2 millions d'entreprises, c'est beaucoup de PME, c'est quand même beaucoup d'emplois qui se passent dans les PME. C'est pas que Paris, voilà, on est le site indispensable pour ceux qui travaillent en France. Après, rien n'empêche, pour ceux qui ont envie d'avoir des carrières internationales, d'aller sur un réseau qui a plus vocation internationale. C'est pas incompatible, c'est pas Peugeot ou Renault. On peut être sur 2 sites et combiner les deux. Maintenant, la valeur ajoutée qu'on fournit à nos membres, c'est de dire on est indispensable sur les personnes qui travaillent en France et on fournit de la valeur au quotidien sur tous ces sujets. Alors Nicolas, qui a entendu notre discussion sur la taille du réseau, demande je n'ai même pas 1 an d'expérience professionnelle, mais 300 contacts sur Viadeo, 300 sur LinkedIn. Vous voyez, sur les deux. Grâce à mon école de commerce, suis-je crédible? Bien sûr, bien sûr. C'est un bon exemple que justement, il n'a pas que 1 an d'expérience professionnelle, il a déjà 1 an d'expérience professionnelle et il a su trouver des contacts et ces contacts vont lui permettre d'ouvrir des portes. Et je pense que c'est justement quelque chose qui va aller crédibiliser sa candidature par rapport à quelqu'un qui, s'il a 300 contacts, ça veut dire quelque part qu'il a déjà mis le pied en entreprise, qu'il a pris cette pratique de développer du réseau et ça lui donne un atout de plus par rapport à un jeune diplômé qui arriverait sans ses contacts sur le marché. Ça, c'est indiscutable. Eh bien voilà, Nicolas, la réponse est claire. Pardonnez-moi, on a pour habitude souvent de dire qu'il y a un gros marché caché du travail. On l'estime, je crois, à 20% pour les cadres, voire 80% pour les non-cadres. Est-ce que justement vous considérez que vous avez une mission à ce niveau-là pour justement faire sauter ce verrou du marché caché? Alors je voudrais juste préciser, parce que quand on dit marché caché, c'est un mot qui fait un peu peur. On dit mais par qui il est caché? Qui me l'a caché ce marché? Il y a un petit côté un peu théorie du complot qui n'est pas forcément très sain. Le marché, ce n'est pas qu'il est caché en soi, c'est comme si on revient à ce qu'est un marché. Un marché, c'est un endroit où se rencontrent l'offre et la demande. Sauf que quand on cherche un job ou quand on propose un job, on le propose pendant une période courte. Parce que on propose un job et puis on trouve quelqu'un et du coup le job il n'est plus à proposer. Et le vrai problème du marché de l'emploi, c'est justement le fait de mettre en relation l'offreur et le demandeur. Et du coup il y a plein d'offres qui existent mais que vous ne voyez pas. Et c'est dans ce sens-là qu'elles sont cachées. C'est pas qu'elles sont cachées par quelqu'un, c'est que vous ne les avez pas vues. Vous ne les avez pas vues parce que vous n'avez pas eu la bonne information au bon moment que telle entreprise vous proposait des compétences que vous aviez et que vous auriez pu aller lui proposer. Et c'est ça le sens de notre mission. Nous, on est vraiment dans la mise en relation. On est là pour dire,
L'offre d'emploi, c'est un passeport, c'est vrai que c'est un bon moyen de mettre en relation une offre et une demande, mais il y a plein d'autres moyens. Et c'est ça qu'on est en train de faire découvrir à nos utilisateurs. C'est peut-être en discutant avec, vous êtes commercial, c'est peut-être en discutant avec un directeur commercial qui va se rendre compte que vous avez des talents, vous avez des compétences, vous avez des savoir-faire et qui va avoir envie de vous confier un poste qui n'apparaît pas pour l'instant, mais qui va apparaître dans 15 jours. Et c'est ça, là, il faut le comprendre comme ça, le marché caché. Il n'a pas été volontairement caché, mais notre métier, ça va être de vous le faire révéler. Et la technique réseau, ce qu'on appelait avoir des relations dans le temps, c'est de plus en plus, et il faut les ajouter aux 2% que vous citiez en début d'émission, ils représentent en fait un accès à l'emploi bien plus important que ça. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant à nos membres. Alors justement, notre invité de la semaine dernière, c'était donc la responsable du recrutement de GFI Informatique, une SS2I que vous devez certainement connaître. C'est un client d'ailleurs, qui recrute beaucoup grâce à Viadeo. Alors 6%, elle nous avait dit, via les réseaux sociaux, mais en revanche, c'était 26% par cooptation. Est-ce que finalement, un réseau social comme Viadeo n'a pas pour vocation de finalement établir une cooptation généralisée sur Internet ? Je pense que vous voyez, les 6%, c'est ce qu'on appelle le recrutement direct via ce qu'on appelle un sourcing précis sur les réseaux sociaux. Mais dans la cooptation, je connais bien le cas de GFI que vous avez cité. La cooptation, il y a souvent du réseau social derrière. C'est-à-dire qu'on a l'exemple de quelqu'un qui a été recruté grâce à Viadeo, où l'offre, elle a été envoyée par la DRH de GFI à une personne. Cette personne l'a transférée à son collègue et c'est ce collègue qui a été recruté. Donc là, vous le mettez dans quelle catégorie? Cooptation ou réseau social? On voit bien qu'en fait, le réseau social, ce n'est pas, encore une fois, un outil de plus qui vient se mettre à côté des offres d'emploi sur Internet, des salons, etc. C'est un vrai outil transversal. C'est un outil où aujourd'hui, avoir un compte sur Viadeo, c'est un bon moyen de regarder le profil de quelqu'un, de recevoir des offres qui viennent d'ailleurs, peut-être sur un site emploi, des fois de dire, avant de postuler à l'entreprise A ou B, je vais regarder qui dans mon réseau travaille chez A ou travaille chez B, et du coup je vais choisir B plutôt que A. C'est plein de moments de se dire comment je peux catalyser l'information utile pour donner le meilleur de moi-même. Alors, dernière question, Olivier Feschroll. J'ai pour petite habitude de poser une question un peu plus politique en fin d'émission. Vous savez, effectivement, l'objectif du gouvernement d'inverser la courbe du chômage qui a été rappelé par François Hollande lors de ses vœux à travers un pacte de responsabilité. Est-ce que vous pensez que Viadeo a une responsabilité dans la lutte contre le chômage? Et est-ce que vous travaillez, par exemple, avec des institutions comme Pôle emploi? Bien sûr, on est partenaire, on a été sélectionné par Pôle emploi, on est partenaire de l'APEC depuis très longtemps. Je pense qu'on a une caractéristique, c'est qu'on est, techniquement, on est une start-up basée à Paris, mais on est plus une plateforme qui a un vrai enjeu sur effectivement la création d'emplois. Je suis complètement d'accord là-dessus. C'est ce qui fait aussi le plaisir de travailler chez Viadeo au quotidien. Alors j'ai un mot en tête, mais c'est un mot anglais, c'est un enabler. On est une plateforme qui permet aux autres de se réaliser. Et on a des très belles histoires qui nous remontent de personnes qui nous disent, bah voilà, moi j'ai 57 ans, j'ai retrouvé un job grâce à Viadeo, je ne pensais pas que c'était possible. Je suis jeune diplômé, j'ai trouvé un job dans les 15 jours après mon arrivée sur le marché, alors que le chômage des jeunes, c'est compliqué. On a plein de belles histoires comme ça parce que justement l'emploi, il est en train de devenir, on le disait tout à l'heure, plus complexe qu'avant où c'était très simple, une offre d'emploi qui arrive au DRH, le DRH il vous dit oui, il vous dit non, et puis on était dans un process très mécanique. On voit qu'aujourd'hui il y a plein d'occasions de trouver des jobs, de discuter avec des gens qui vont vous faire des propositions intéressantes et on est complètement dans ce positionnement de fournir des services dédiés à l'emploi. Bien, merci beaucoup Olivier Feschroll d'avoir répondu à nos questions. La semaine prochaine, je recevrai Sophie Lamal, DRH d'Elior Service. Elior, qui est le 3e opérateur de restauration et de services sous contrat. À la semaine prochaine. Au revoir.